Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Bretagne. France 3 Bretagne qui a décidé de se mobiliser pour animer cette campagne électorale inédite à quelques jours du second tour des élections municipales. Jusqu'au 25 juin, nous consacrons 40 minutes chaque soir au débat qui évidemment ne peut avoir lieu selon ses formes traditionnelles. 11 villes à l'honneur après Rennes hier, place à Brest ce soir. Et avant d'accueillir nos invités, je vous propose tout de suite de poser le décor de ce débat et de vous rafraîchir aussi la mémoire sur les résultats du premier tour avec ce sujet signé Catherine Obel et Antoinette Graal. Ça rade, les Brestois disent, en toute modestie, qu'elle est la plus belle du monde. Brest s'est métamorphosée ces dernières années à l'image des Capucins, atelier de mécanique de la marine, réhabilité en espace culturel. Avant ça, il y a eu le tramway et bien sûr le téléphérique, célèbre autant par sa singularité que par ses pannes à répétition. C'est la deuxième ville de Bretagne après Rennes avec 140 064 habitants, dans Brest même, 209 722 avec la métropole. Son maire, François Cuyandre, brigue un 4e mandat et pour la première fois, sa candidature n'est pas allée de soi au PS. Sous le coup d'une mise en examen, il a dû affronter son premier adjoint au cours d'une primaire. Ses alliés écologistes, et ça aussi c'est inédit, ont fait voler en éclats l'union de la gauche en présentant une liste séparée au premier tour. Les résultats du 15 mars s'en ressentent. Même s'il arrive en tête, François Cuyandre n'obtient que 26,5% des voix contre 42 en 2014. Le 28 juin, il affrontera la candidate d'hiver droite Bernadette Malgorn, arrivée deuxième avec 18,9% de votes, en nette baisse, elle aussi, sur fond, il est vrai, d'abstention record, 63%. Ce coutumier face-à-face gauche-droite sera perturbé par un troisième homme, Marc Coatanea, ancien patron du PS finistérien, rallié à La République En Marche. Quant à l'écologiste Ronan Pichon, il n'a pas pris le risque de faire perdre la gauche en se maintenant au second tour. Sa liste a fusionné avec celle de François Cuyandre après de laborieuses tractations. Vous êtes donc 3 en lice. Merci d'avoir accepté notre invitation. François Cuyandre, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste Brest au cœur, une liste d'Union de la gauche, donc en lice pour un 4e mandat. Face à vous, Bernadette Malgorn, bonsoir. Bonsoir. Vous menez la liste Brest, c'est vous, une liste sans étiquette, plutôt de centre droit. C'est votre second combat municipal à Brest. Et enfin, Marc Coatanea, bonsoir. Votre liste Marchons pour Brest est investie par La République En Marche. Vous étiez, on l'a dit dans le sujet, élu depuis 2001 aux côtés de François Cuyandre. Alors, on commence avec un petit préambule politique et surtout un dessin de Loïc Schwartz qui nous accompagne de sa malice depuis le début de cette campagne. Vous l'apercevez, un dessin sur lequel vous êtes 4, puisque la liste de l'écologiste Ronan Pichon était en position de se maintenir, mais a fini par fusionner avec vous, François Cuyandre. Marc Coatanea, qu'est-ce que vous inspire ce dessin? Vous avez eu des mots assez durs sur cette alliance. De fait, moi on m'a toujours appris en politique que fusion égale confusion. Celui qui m'a appris cela est face à moi, il s'appelle François Cuyandre. Et je crois qu'il a raison. Dès lors où un premier tour de campagne vaut à exacerber des arguments les uns contre les autres, faire croire aux Brestois que demain cet attelage sera utile à leur avenir est un peu hasardeux. Et vous avez été proche de ces hommes pourtant. Bien sûr, et je ne renie pas le travail que j'ai produit à côté de François Cuyandre, mais j'ai quitté il y a 3 ans, parce que le Parti socialiste, auquel j'ai adhéré depuis 25 ans, ne représentait plus l'idéal qui était le mien, enferré à uniquement conserver des places et à ne remettre aucune question en cause. Et donc j'ai voulu quitter, fidèle à des valeurs plutôt qu'à un parti, et je suis fier aujourd'hui de soutenir l'action du président de la République, Emmanuel Macron. Bernadette Malgorn, vous êtes en position un peu délicate aussi, pourtant vous avez aussi parlé contre cette fusion. Vous avez tenté vous aussi des fusions avec votre voisin. Alors, écoutez, il y a des bonnes et des mauvaises fusions. Pour nous, l'écologie n'a jamais été une affaire de parti politique. Nous avons considéré pendant le mandat qui vient de s'écouler que c'était nous qui prenions les positions les plus conformes à l'écologie, qui n'est pas une écologie politique, qui est une écologie de conviction. Et par exemple, quand il s'est agi de faire de l'extension urbaine, ce qui a été la politique de M. Cuyandre, on a été les seuls à vraiment s'y opposer. Et on a même pu voir, alors même que les Verts étaient en train de se rallier à M. Cuyandre, que pendant l'exercice de son mandat de maire prolongé dans le cadre d'une gouvernance transitoire, M. Cuyandre continuait à faire des acquisitions foncières auristiques
où, en principe, ces alliés verts avaient de fortes réserves pour préserver la biodiversité. Nous y sommes opposés et nous continuerons à nous opposer à toutes ces atteintes à la biodiversité. François Cuyandre. Maire prolongé, Madame Malgorn, c'est pas très républicain ce que vous dites. Je suis maire. Non, pas du tout. Vous faites une erreur à la fois juridique, je vous l'ai dit, et politique. Je suis maire de plein droit, président de la métropole de plein droit. Et ce que vous dites, alors qu'on a dû faire face, et on y reviendra, je pense, dans le débat, à des situations extrêmement complexes, ce que vous dites n'est pas pour moi acceptable. Après, la fusion. C'était d'âpres discussions. Oui, bien sûr, mais c'est normal. Il se trouve que nous faisons liste commune depuis 1995, c'est-à-dire deuxième mandat de Pierre Baille. Les Verts, Europe Écologie Les Verts, sont adhérents de la majorité. Et ils s'y trouvent normalement bien. Et je pense qu'il était normal qu'après ce premier tour, nous essayions de faire cette fusion qui a réussi. Alors je comprends après l'irritation. Je comprends après l'irritation des deux listes qui ont essayé de fusionner. D'après ce qu'on me dit, après je suis pas. J'en dirai un mot. Je suis pas. Oui, non, mais ça m'importe peu. Ça m'importe même pas du tout. Les électeurs doivent savoir. Peu importe, mais je pense qu'il était normal que nous nous retrouvions parce qu'on gère cette ville depuis maintenant de longues années et que nous avons des valeurs communes. Mais ils n'auront pas de majorité de blocage. Vous restez libre. Tout à fait. Ça a été l'objet de ce que vous avez appelé les âpres discussions. Après, si je peux faire une remarque juste sur la présentation. Sur le dessin. 43 et quelques en 2014, 26,5, mais avec deux listes. En 2014, les Verts faisaient partie de la liste du premier tour. Donc, et l'abstention était moindre. Comparaison n'est pas... Oui, mais on verra le taux d'abstention. Moi, je pense sérieusement que si, je l'espère, plus d'électeurs et d'électrices viendront le 28 juin, ça se répartira sur l'ensemble des listes restant en présence. Et ça, on verra le 28. On va passer à la suite. Oui, très rapidement, parce qu'on m'a dit, j'ai entendu dans la campagne, avant que je pouvais être opportuniste. L'opportunisme aurait été de fusionner avec Mme Malgorn pour escompter gagner quelques indemnités, comme M. Pichon l'a fait, avec encore une fois un attelage plus que baroque. Mais la réalité, quand vous voulez fusionner, encore faut-il partager les valeurs. Et moi, la droite que représente Mme Malgorn, conservatrice, qui n'a nul besoin de créer d'alliance avec le Rassemblement national, tant elle va chasser sur ses terres, n'est pas la droite républicaine que je veux voir dans le progressisme, qui est la troisième voie que je veux porter pour Brest. Il suffit d'ailleurs, Mme Malgorn, de lire le document de campagne que vous distribuez à BMH en parlant des voyous que vous allez chasser, tel Nicolas Sarkozy qui voulait carchériser la racaille. Alors c'est là, ça la réalité. Non, je ne sais pas quelles sont les lectures de mon voisin, mais je suis, moi, politiquement, si vous voulez, j'ai eu une carrière de haut fonctionnaire. Je me suis lancé en politique dans le sillage de Philippe Séguin. C'est le gaullisme social qui m'anime. Et c'est évidemment la droite républicaine qui est ma référence, ainsi que le centre, puisqu'il se trouve que j'ai aussi quelques affinités avec la démocratie chrétienne et la présence sur ma liste de centristes, de gens du MoDem, qui n'ont pas été démentis par leur maison mère, montre bien que je suis fréquentable. Mais peut-être pas par tout le monde. Quand on se dit un homme de gauche, évidemment, on se sent peut-être un petit peu moins à l'aise. On a bien compris vos différents positionnements par rapport à cette situation d'après-premier tour. Passons tout de suite à le Covid et après. Évidemment, cette pandémie a tout bouleversé, notamment ce scrutin, cette campagne. Est-ce qu'elle a changé votre vision de la ville ? François Cuyandre, vous le disiez il y a un instant, vous êtes maire depuis 18 ans. Est-ce qu'une ville, ça va se gérer différemment désormais ? Bien entendu, ça va se gérer différemment, même si des crises, on en a connu aussi par le passé. Je pense à la grosse crise financière de 2008, mais c'est sûr que cette crise, notamment par le confinement de la quasi-totalité de la population pendant 2 mois et demi, va complètement changer la manière dont on conçoit les choses. Et cette crise sanitaire, malheureusement, va se poursuivre par une crise économique et sociale. Et il appartiendra aux collectivités publiques, et notamment donc aux collectivités territoriales, d'agir. Ça changera aussi sans doute notre vision de la planète, de la manière dont on la préserve. Bernadette Malgorn, vous avez été préfète. Là, les urgences sanitaires, normalement, c'est le rôle de l'État. Mais là, voilà, quelle est votre conviction par rapport à la place d'un maire dans ce genre de situation ? Très importante. Le maire, bien sûr, il est le gestionnaire de la collectivité locale, de la boutique mairie et de ses différents satellites, mais il est aussi le représentant de l'État
est pour moi l'avocat, le défenseur de l'ensemble de la population. Alors, cette affaire de Covid, oui, bon, il y a eu d'autres crises, effectivement. Il faut s'y préparer tout le temps. Bon, les plans de sauvegarde, est-ce qu'ils étaient bien adaptés ? C'est une chose sur laquelle j'ai mon opinion. Est-ce que ça va changer la manière dont nous allons aborder la gestion de la ville de Brest ? Un petit peu sur 2 points. Un premier point, c'est celui de l'enfance. On a vu, et on a été d'accord là-dessus avec M. Cuyandre, il y avait un problème, effectivement, tout de suite, comment on nourrit, comment les enfants se nourrissent. La ville de Brest a lancé une distribution de bons alimentaires. Nous avons voté pour. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un problème de pouvoir d'achat, clairement. Et il y avait aussi un problème d'équilibre nutritionnel. Le Covid, on voit bien que ça frappe les gens qui ont un certain nombre de problèmes. Il faut, dès l'enfance, pouvoir avoir un équilibre alimentaire. Et c'est pour ça que nous avons modifié notre programme. Un petit sur chouïa, ce sujet-là. Voilà. Avec la gratuité, notamment dans les écoles. En mettant la gratuité de la cantine pour tous, parce que ça n'est pas uniquement un problème social, c'est pas uniquement un problème de pouvoir d'achat. C'est un problème d'équilibre. Ça l'est aussi, mais c'est un problème alimentaire. Et quelle crise pour vous a révélé pour la gestion de la ville ? Qu'est-ce que ça a révélé ? La gestion de la ville de demain ne peut pas être celle qui prévaut aujourd'hui. Ça pose la question de la transparence dans la décision publique, ça pose la question de la démocratie, donc de la capacité d'écoute. J'ai voulu être constructif, et je l'ai dit d'ailleurs publiquement dans ce moment où d'ailleurs le président de la République appelait à l'unité. Et c'était à tout le moins ce qui était indispensable. J'ai voulu être constructif et faire des propositions au conseil municipal. Et je m'aperçois au final, que vous soyez constructif ou pas, peu importe. Il n'y a pas d'écoute, circuler, il n'y a rien à voir. Eh bien moi je regrette cette posture politicienne de la même manière que j'aurais apprécié, j'en ai pas fait état dans la période de crise, mais que les présidents de groupe qui étaient réunis chaque semaine le soient tous. Il se trouve que je n'étais pas associé à ces réunions de groupe. Totalement faux. M. Quatanea a été absent. Je me suis excusé les 3 premières fois. Voilà, donc, effectivement, M. Quatanea a été invité. Je me suis excusé les 3 premières fois, puisque j'étais moi-même au travail, répondant à une mission de service public. Et la 4e fois, patatras, de toute façon, je n'étais plus invité. Moi, le représentant de la majorité présidentielle, j'ai trouvé que c'était un peu fort de café. Mais à chacun sa conception de la démocratie et de l'écoute des autres. Vous avez noté que Marc Quatanea a été invité les 3 premières fois. On a bien entendu votre précision. Et qu'il était absent. Nous nous sommes demandé si cette épreuve avait aussi modifié l'attente des Brestois vis-à-vis du futur maire de la ville. Ils ont été interrogés par Julie Jeune-Maître et Arthur Le Gonidec. Les stationnements centre-ville soient un peu plus souples, résoudre les problèmes du téléphérique parce que ça devient concernant, et puis reverdir un peu. C'est très minéral. Avant, il y avait plus d'arbres. Il faut un soutien pour tous les petits commerçants, notamment locaux. Peut-être un peu plus avoir un petit peu de caméra quand même. Un peu de caméra. Parce que j'habite centre-ville, là c'est compliqué des fois le soir. J'ose pas sortir le soir. Le tramway, je pense que d'avoir un stationnement à l'arrêt principal de Plouzané permettrait peut-être aux gens qui habitent de ce côté-là d'avoir accès plus facilement au transport en commun si jamais il fallait le prendre. Stationnement, tramway, sécurité, relance économique, voilà ce qu'on entend dans les rues de Brest. Mais quelles sont vos priorités ? Nous avons demandé à chacun de venir avec sa priorité, la mesure phare qu'il avait envie de défendre. On commence avec vous, Monsieur Quatanea. On l'a entendu, on a Valentina qui nous dit les petits commerces ont souffert, il faut les aider. Ce thème de la relance, c'est celui que vous avez choisi. De fait, de cette période de crise sanitaire et puis économique dans laquelle notre pays, mais pas seulement le nôtre, va durablement s'enfoncer. La priorité des priorités, elle est pour moi d'être dans le soutien actif au développement économique et de faire que la jeunesse soit notre priorité. Donc, concrètement, pour qu'elle ne soit pas la génération Covid sacrifiée à l'autel de cette crise économique. Et donc moi j'ai fait là aussi de manière concrète des propositions pour que pour le commerce de proximité on puisse permettre des rotations plus importantes pour que le chiffre d'affaires puisse potentiellement augmenter. C'est expérimenter jusqu'à la fin de l'année la première heure gratuite de stationnement. C'est une demande des commerçants. C'est un fonds d'intervention, de soutien au commerce sur cette période de confinement, fonds d'urgence communal que j'ai estimé à 500 €. Et c'est, pourquoi pas, une exonération de la taxe CFE sur cette même période. La cotisation foncière des entreprises, voilà, qui est due à la commune. De le préciser,
qui permet là aussi de venir diminuer leurs charges parce que de fait, ils sont dans le dur. Et on voit bien que le déconfinement est plus difficile à gérer que le confinement et que les consommateurs ne sont pas spontanément au rendez-vous. Donc il y faut du volontarisme à l'image de ce qu'a mobilisé le gouvernement à l'échelle nationale. Il faut mettre le paquet. Et moi je souhaite, maire de Brest, président de la métropole fin juin, eh bien, commencer par un audit de la situation économique, branche par branche, à l'échelle du Pays de Brest pour voir comment on peut être le plus proactif en la matière. François Cuyandre, un fonds de soutien, ça existe déjà au niveau de la métropole ? Tout à fait, ça existe déjà. Et la situation économique au niveau du Pays de Brest, on la connaît pertinemment par le Pays de Brest et par l'agence d'urbanisme. Donc on peut refaire des études sur des études déjà faites, effectivement. Non mais ce fonds, il y a déjà 1 milliard qui a été mis en place par la métropole. Il y a plusieurs fonds. Le fonds que j'évoque, c'est un fonds d'initiative locale qui viendrait compléter l'initiative nationale. Tout à fait, ouais. En matière de relance économique, vous partagez le point de vue de M. Cuyandre ? Oui, mais on l'a déjà fait. J'étais hier en ville, comme je le fais d'ailleurs quasiment tous les jours, quand je ne suis pas confiné au bureau. Un des secteurs qui souffre le plus aujourd'hui, c'est le secteur de la restauration et de l'hôtellerie et des cafés-restaurants. Nous avons mis en place toute une série de mesures. Par exemple, ce qui fonctionne bien, j'ai visité hier les premières installations, ce sont des barnums que nous mettons à disposition des restaurants parce que ceux-ci sont limités en termes de place par les règles de confinement. C'est aussi l'occupation du domaine public, y compris sur des espaces réservés au stationnement. Voilà, ce sont des choses que nous avons mis en place, qu'on devra sans doute accélérer en lien avec l'État et avec la région à partir du mois de septembre. Bernadette Malgorn, sur ce sujet, vous êtes relativement d'accord ? Moi, j'ai non seulement soutenu, mais j'avais demandé, puisque je participais, moi, aux réunions présidées par M. Cuyandre dans le cadre de la gouvernance transitoire, j'avais sollicité ce genre de mesures, et même plus largement. J'avais demandé qu'on puisse piétoniser des rues pour pouvoir mettre des tables, etc. Mais bon, c'est en train d'être étudié. Nous, on aurait aimé que ça soit fait tout de suite. C'est en train d'être fait. Je le pratique tous les jours, moi, M. Cuyandre, comme vous avez pu le voir, puisque vous suivez mon Facebook. Voilà. Sur le plan du soutien à l'économie plus largement, on a entendu au niveau européen des milliards. On a entendu au niveau national des milliards. Au niveau régional, la métropole, nous sommes joints au Conseil régional de Bretagne pour mettre en place aussi différents fonds de soutien. Moi, mon travail en tant que maire, président de la métropole demain peut-être, eh bien, ce sera d'aller arracher à toutes ces bourses européenne, nationale, etc., le maximum d'argent et d'en mettre le moins possible des Brestois. Mais il faut ce qu'il faut quelquefois pour déclencher les choses. Ensuite, évidemment, le stationnement. Nous avions proposé déjà dans notre programme du mois de mars 1h30 de stationnement gratuit supplémentaire chaque jour, en décalant, par exemple, le soir, c'est 18h30, en mettant à 17h30, et puis la première demi-heure gratuite. Bon, ça fait des pertes de recettes, mais d'un autre côté, dans la crise, il faut aussi avoir de la réactivité. Et quant aux jeunes, effectivement, ça fait aussi évoluer notre projet. Nous avions prévu, dans le cadre du pacte vert européen, pour lequel nous pensions que Brest devait être un site pilote. Donc je posais la candidature de Brest pour le pacte vert européen. On avait prévu une réserve citoyenne verte pour la protection de l'environnement et de la population. On le voyait plutôt sur la base des associations existantes avec du bénévolat et puis le personnel qui se trouvait là. Et étant donné ce qui va se présenter à la rentrée, avec beaucoup de jeunes, on en a. Moi, j'ai un petit groupe de jeunes avec Bernadette Malgorn, et plusieurs d'entre eux avaient des stages, avaient des promesses d'embauche pour la rentrée, et qui sont tombées. Leur voilà une fonction toute trouvée. Et donc, on proposera effectivement, dans notre réserve citoyenne, de mettre aussi des emplois rémunérés pour les jeunes. Très rapidement, on va passer au deuxième thème. Très rapidement sur la jeunesse, parce que je veux que rien ne soit un frein pour elle. J'ai fait la proposition, j'assume ce coût, que le transport en commun sur la métropole soit gratuit jusqu'à 25 ans. C'est un peu plus de 3 millions d'euros. Il faudra évidemment trouver l'équivalent, puisqu'il est hors de question d'augmenter la fiscalité. Mais je veux qu'aucun frein ne soit posé à nos jeunes pour que demain ils puissent trouver le voie de la formation et de l'emploi. C'est important voter pour l'augmentation du versement transport. On a été les seuls à voter contre. Ah oui. C'est bien.
Je ne vais pas interférer dans le débat entre M. Coetania et Mme Malgorn. On va passer au deuxième thème qui est le vôtre. Versement mobilité. Voilà, il y a un deuxième thème qui est le vôtre, qui est aussi lié à l'après-Covid. Si vous avez choisi le thème de la santé, notamment de la défense de l'hôpital. Oui, tout à fait. En tant que maire de Brest, je suis président du conseil de surveillance du CHU et pour moi, du CHRU. Et pour moi, ça a toujours été une fonction... On voit ces images, il y a 2 sites sur Brest. Il y a même plus que 2 sites. Voilà, Morvan et la Cavale Blanche qui sont les 2 principaux. Il y a des sites annexes à Boire ou à Ponchelet. Et pour moi, ça a toujours été une fonction extrêmement importante, même si on sort, Mme Malgorn, des compétences directes de la mairie de Brest. Je n'ai Absolument, mais il faut les assumer. Exactement, et c'est ce que je fais. Et la crise que nous venons de subir a montré à la fois la richesse de notre hôpital public, de nos hôpitaux publics, mais aussi les faiblesses. Et le gouvernement a lancé un plan de Ségur de la santé, et moi je serai très vigilant à ce que ce plan soit suivi vraiment d'effets, qu'il n'y ait pas de désagrément aux conclusions qui seront apportées. Trois points me paraissent être importants. Le premier, c'est la rémunération des agents des hôpitaux, des infirmières et des infirmiers. Il y a une manifestation. Mais vous n'êtes que président du conseil de surveillance, c'est plus vous qui votez les budgets de l'hôpital. Non, tout à fait. La loi Bachelot a transformé les conseils d'administration en conseils de surveillance. On a perdu un peu de pouvoir, mais après, je pense que le rôle du maire, c'est aussi en lien avec le directeur général du CHU, en lien avec le président de la commission médicale d'établissement, de prendre des décisions. Et toutes les décisions que nous avons prises pendant les 2 mois et demi de Covid ont été prises en lien avec ces 2 personnes. Et donc, premièrement, c'est la rémunération des infirmières et infirmiers. Je pense que, j'ai lu que nos infirmières et infirmiers étaient les moins payés en Europe. Deuxièmement, c'est la gouvernance de l'hôpital, avec cette tendance qui a été prise de tout mettre en termes de comptabilité. C'est la question de la tarification à l'activité, etc. Troisièmement, c'est l'immobilier. Et là, à Brest, on a des projets. On a des projets qu'il faudra financer sur la Cavale Blanche, sur l'hôpital de la Cavale Blanche, des extensions. Mais également, on a un EHPAD qui s'appelle Ponchelet, qui est complètement hors norme. Il faudra le refaire. Et puis, dernière chose, là, on est dans le rôle de la métropole, c'est l'accessibilité de l'hôpital, et notamment du site de la Cavale Blanche. Et avec l'ensemble des responsables du CHU, on souhaite que le tramway, la 2e ligne de tramway, arrive. Entre la gare et la Cavale Blanche. Entre la gare et l'hôpital de la Cavale Blanche, sujet important. Sur ces propositions de François Cuyandre? Non, mais de fait, le maire président doit être au fait et proactif sur ces sujets qui sont pour l'essentiel de compétences nationales. Mais je partage ce sentiment et j'entends bien être moi aussi actif pour faire entendre au gouvernement, mais qui n'est pas d'ailleurs en reste. Le Ségur débouchera sur des engagements très forts qu'a voulu prendre le président de la République au regard de ce que nous venons de connaître. Mais là aussi, comme sur d'autres sujets, voilà, c'est des années et des années de choses qui n'ont pas été réglées. On les découvre aujourd'hui et le président Macron les réglera. Bernadette Malgorn. Écoutez, dans mon programme du mois de mars, j'avais un chapitre entier sur la santé. Et j'avais rappelé d'ailleurs qu'au moment où ça avait vraiment beaucoup chauffé aux urgences de Brest l'été dernier, j'étais intervenue auprès de la ministre de la Santé pour me faire l'écho des problèmes que rencontraient les différentes catégories de personnel. J'en ai dans mes sympathisants, j'en ai sur ma liste qui travaillent dans ce secteur-là. Donc vous irez aussi dans ce sens? Ah mais tout à fait, j'ai dit, c'est écrit depuis le mois de mars, je serai l'avocat à Brest, à Paris, des structures hospitalières brestoises. Et puis attention, il n'y a pas que l'hôpital pour répondre à un problème comme la Covid, c'est tout l'ensemble du système de santé. Ça part de la médecine de ville, c'est pour ça que nous proposons, nous, de faire des maisons médicales en ville, à Brest, même pluridisciplinaires. Et puis avec tout un continuum voilà. Et sur la desserte de l'hôpital, à l'époque, effectivement, où M. Cuyandre lançait son idée de tramway, et où je lui disais il faudrait peut-être étudier les besoins un petit peu plus en détail, il m'avait dit allez voir le directeur général du CHRU. Je suis allé le voir, évidemment, et je lui ai demandé avez-vous fait un plan de mobilité d'entreprise? Il ne l'avait pas fait à l'époque. J'avais quand même essayé de savoir quels étaient les besoins. Et de notre conversation, avant même qu'il y ait eu une étude approfondie, qui a été lancée d'ailleurs, mais on n'en a pas encore les résultats, eh bien, il a dit oui, il y a un certain nombre de besoins, et j'ai pensé qu'il pouvait y être répondu par un axe lourd de bus à haut niveau de service entre la gare et l'hôpital. Donc le tram et le bus, on aura l'occasion très rapidement. C'est vous qui avez pensé à ça, c'est pas le directeur général.
Écoutez, j'ai discuté avec lui, je n'impose jamais mon point de vue, je suis toujours en écoute. Alors, il y a un point de vue que vous défendez depuis longtemps, déjà en 2014, c'est le thème que vous avez choisi, la sécurité de proximité. C'est votre police municipale armée qui fait son retour là. C'était votre priorité déjà avant la pandémie. Non, mais c'est un résumé, je dirais. Mon sujet, c'est la sécurité comme fondement de la proximité et de la possibilité de vivre harmonieusement dans la ville. Donc, police municipale, vidéoprotection, renforcement de la lutte contre les violences familiales, renforcement de la lutte contre les trafics de drogue, etc. Je précise que Brest, on voit cette petite palette, est une exception, c'est la seule ville de plus de 100 000 habitants sans police municipale. Oui. Vous défendez une police municipale armée. Et le reste. La pandémie n'a pas changé ce projet. Pour moi, ça n'est qu'un moyen. Je crois qu'on a focalisé là-dessus parce que ça crée un petit peu d'émotion. Il faut une politique globale de sécurité parce que sans politique de sécurité, vous n'avez pas un commerce de proximité qui fonctionne, vous n'avez pas des transports qui fonctionnent. Vous avez entendu le monsieur tout à l'heure en disant « je ne prends plus les transports en commun, je ne sors plus dans la ville le soir ». Donc, pour faire du vélo, on va parler du plan vélo, eh bien, les femmes... Je suis obligée de vous couper, de faire réagir vos collègues, parce que vos opposants, pardon, parce que vos temps de parole s'envolent. Marc Ouattanea, vous aviez dit c'est ma priorité numéro 1 au précédent débat. Là, c'est pas celle que vous avez choisi de défendre. Non, elle demeure un point important, parce que je ne veux pas être dans le déni, tel qu'est le maire sortant, sur ces questions de sécurité. Et donc, de fait, quand il y a un problème, il faut essayer de le régler. Il ne faut pas dire toujours c'est la faute de l'État. Moi, je ne serai pas ce maire-là. Mais néanmoins, vous avez raison. Le Covid a fait que les priorités sont pour moi la jeunesse et le développement économique. Mais il faut cette police municipale empathique. Elle doit être sur le terrain. Empathique, c'est un terme que vous utilisez dans votre prospectus, parce que c'est dans le contexte actuel des violences policières. Vous voulez préciser ? Non, j'ai voulu préciser parce que peut-être moi-même n'ai-je pas été assez précis dans mon propos avant le 15 mars. Empathique parce qu'elle doit être sur le terrain. Concrètement, quand on a déconfiné, les gens prenaient le tramway ou le bus. Il fallait des masques. Bon, et si vous ne le mettez pas, c'est verbalisable. Mais la première semaine, il faut expliquer, il faut faire de la pédagogie. Peu de choses ont été faites. Mais si on avait eu une police municipale, elle aurait été dans son rôle empathique de faire cette pédagogie et éventuellement de sanctionner au bout d'une semaine si les gens ne mettaient pas le masque, ce qui posait un problème de confiance des autres voyageurs dans le service public. Et c'est ça que je veux. François Cuyande, vous êtes toujours sur votre position, pas de police municipale. Je ne passe pas ma vie à changer, comme certains, d'opinion chaque fois que ça devient nécessaire. Il faut être en phase avec les Brestois. Monsieur Ouattanea, je n'ai jamais été dans le déni. Moi, mes enfants vivent à Brest. Voilà. Et donc, je suis intéressé au premier chef par ce qui se passe dans ma ville depuis longtemps. Et c'est bien dommage, monsieur Ouattanea, que après tant d'années que vous avez passées à mes côtés, vous ne soyez jamais intervenu sur le sujet. Pour moi, la sécurité, c'est d'abord le rôle de la police nationale, avec laquelle nous avons des relations quotidiennes. Moi, le commissaire central, je l'ai tous les 2 jours au téléphone. La belle affaire. Est-ce que ça règle le problème des Brestois ? Est-ce que ceux que je rencontre pendant la campagne m'inventent des situations, ne sont pas dans des situations anxiogènes ? Parce qu'il y a l'insécurité et le sentiment d'insécurité. On est d'accord, mais je n'avais pas terminé. Mais les deux. Je n'ai pas terminé. Donc il faut répondre à ces questions. Soyez un peu démocrate, un petit peu quand même, de temps en temps. Ça changera de vous. Voilà. Allez-y. Oh, après ces amabilités, je vous permets. Non, moi, je fais une confiance à la police nationale qui a des fonctions régaliennes que personne ne peut lui enlever. Même pas la police municipale. Il faut que les Brestoises et les Brestois aient conscience de ça. À Rennes, il n'y a pas de trafic de drogue, il n'y a pas de délinquance. Ben si. À Vannes, trafic majeur de stupéfiants. Donc la police municipale ne règle rien. Ne règle pas tout. Sauf des coûts supplémentaires. Par contre, du temps de Nicolas Sarkozy, la ville de Brest a perdu 200 agents. Mais c'est faux, c'est parce qu'on a supprimé le commissariat de Landerneau qui est passé à la gendarmerie et qu'on a supprimé... c'est bien antérieur. Donc tout ça, c'est des... Comment vous dites ça ? C'est bien. Des vieilles rengaines. C'est des vieilles rengaines de M. Cuyande. Alors on va passer à une nouvelle rengaine si vous voulez bien. Allez-y. La question de notre journaliste Ouest France. C'est un thème que vous adresse Olivier Poli, qui est chef de rédaction à Ouest France Brest. Ouest France qui est notre partenaire sur ce débat. On l'écoute.
La récente crise du coronavirus, qui a relativement épargné Brest et la Bretagne, ne doit pas faire oublier une autre crise plus durable et déjà visible, celle du dérèglement climatique. Ses conséquences à moyen terme se feront sentir à Brest, notamment par la montée des eaux. Comment envisagez-vous, d'une part, d'adapter la ville et la métropole à ces changements déjà visibles, et d'autre part, comment envisagez-vous de contribuer sur le territoire de Brest et de la métropole à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre? Alors, se préparer à la montée des eaux, contribuer à limiter les gaz à effet de serre. François Cuyandre, vous avez fait alliance avec Europe Écologie Les Verts pour cette... Oui, mais même avant d'avoir fait alliance pour ces municipales avec Europe Écologie Les Verts, c'est un dossier qui nous tenait à cœur. Donc très concrètement et rapidement. Très concrètement, on a lancé un vaste programme de rénovation énergétique de nos bâtiments qui, pour l'essentiel, date de la reconstruction et qui était des passoires énergétiques. Je pense notamment aux écoles, mais au-delà de tous nos bâtiments publics. Et puis, notre action est une action globale. Je pense notamment au transport en commun qui permet d'éviter l'usage immodéré des voitures en ville. Avec votre seconde ligne de tramway, un budget donc évalué à 180 millions d'euros. Plus, y compris le BHNS, le bus à haut niveau de service. Au niveau de service que vous partagez avec Madame Malgorn. Marc Ouattana, sur ces questions écologiques? Il faut être à la hauteur des grands rassemblements mondiaux qui prennent en compte ces enjeux. Et donc, nous devons prendre notre part. Marchons pour Brest, nous proposons de mettre un tiers de la capacité d'investissement, ville et métropole, mobilisée sur les transitions écologiques, numériques et sociales. C'est concret. Un tiers de notre capacité d'investissement pour, y compris, répondre aux questions de rénovation énergétique et faire face à des enjeux qui sont devant nous. C'est évidemment le trolley nouvelle génération qui va venir structurer sur près de 50 km. On va voir quelques images. Je n'en suis plus à 36 sur 6 ans, j'en suis à 50 sur 10 ans. Donc un budget supérieur. Un budget supérieur, mais qui s'étale sur 2 mandats, parce qu'en réalité, on ne va pas commencer ce mandat-ci en augmentant le versement mobilité. C'est impensable, on ne va pas dire ça aux entreprises. Et donc, il faut graduer les choses, pour venir structurer. Et enfin, c'est les enjeux d'avenir. La pensée doit être dans le quotidien, mais dans la perspective, c'est placer Brest au cœur des enjeux de demain d'hydrogène. Voilà, l'enjeu, c'est la filière hydrogène qui est verte ou bleue, comme vous voulez. Nous avons là-dessus des opportunités avec l'éolien flottant qui va se concrétiser. Nous sommes en façade maritime. Il y a tous les enjeux pour être d'ici 10-20 ans dans ces enjeux-là. L'Allemagne va investir 9 milliards d'euros pour être leader. Le Havre est en train d'installer cela. Eh bien, il faut être, et Madame Malgorn, vous êtes sur cette question-là très rapidement? Écoutez, comme vous l'avez vu, je suis candidate pour le pacte vert européen pour que le site brestois soit un site pilote. En ce qui concerne les submersions marines, je ferai remarquer que quand on a discuté de la révision des schémas de cohérence territoriale, nous avons été les seuls à nous opposer à ce que certaines zones près de la côte, qui étaient submersibles, soient mises comme constructibles. Et qu'on a toujours un œil assez vigilant sur ce qui se passe à l'endroit de l'ancien Tex-Mex, qui normalement était une zone submersible. J'ai cru voir qu'il y avait un panneau de construction. Il faudra faire très attention, et parce que les bâtiments à côté, ils fonctionnent avec des pompes en permanence. Donc c'est très concret tout ça. En ce qui concerne les transports, plan de mobilité, covoiturage... Et votre bus à haut niveau de service. Et télétravail surtout. Parce qu'on l'a vu pendant le confinement, j'étais la seule, moi, à parler du télétravail avant. On me riait au nez. Il a fait ses preuves, mais sous une forme obligatoire et à temps plein. Et moi, ce que je propose, c'est facultatif, choisi, et à temps partiel. Alors on va juste aborder très rapidement le reste de vos programmes avec 2 questions. Vous répondez pour, contre, très rapidement. L'ascenseur urbain, c'est un de vos projets pour accéder au port par un ascenseur. Favorable. Vous le maintenez celui qui est proche de la Carène et de la gare SNCF en haut. L'ascenseur urbain, pour, contre? Absolument pas prioritaire. Défavorable. Je développe un projet structurant de trolley nouvelle génération qui va rendre plus simple les mobilités. Alors, ce n'est pas celui-là. C'est celui de la Carène. Oui, c'est celui de la Carène. Deuxième point à aborder qui était un peu au cœur du débat du premier tour, le stade Froudven. Donc ce projet porté par le stade brestois d'un nouveau stade à l'extérieur de Brest en remplacement du stade Francis Leblay.
Tout à fait favorable, je l'ai toujours dit, et donc je n'ai pas changé d'avis. Également, on a voté pour quand on nous a demandé notre sentiment du point de vue de l'urbanisme. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai fait le point avec Denis Lesaint cette semaine. Et comment vous avez fait avec M. Pichon, qui était contre ? Il a dû avaler son chapeau, j'imagine. Ça n'a pas de sens, M. Quataner. Il y a une majorité, il y a des décisions, mais vous le savez, il y a des décisions qui sont prises, et au sein d'une même majorité, il peut y avoir des débats. J'ai cru d'ailleurs comprendre qu'au niveau gouvernemental, j'ai cru comprendre, M. Quataner, qu'au niveau gouvernemental, il y avait plein de débats et d'oppositions, voire des menaces de démission, etc. Donc, allez, on parle du futur maire de Brest, M. Quillandre. On parle du futur maire de Brest. Oui, je sais ce que c'est la fonction, M. Quataner. Ça, on ne le sait pas trop. Ouais. Et vous avez mis du temps à vous en apercevoir. Parce que c'est moi qui vous ai mis dehors, c'est pas vous qui avez démissionné. C'est faux. Voilà. C'est faux. Non, ouais. Ne réécrivez pas l'histoire. Alors, allez, on va pas faire l'histoire. J'ai fait le point avec Denis Lesaint, le projet continue. Alors, Élie Rabert, c'est bien sûr être en accord avec un programme qu'on vient de balayer, mais aussi avec une personnalité. Et nous allons feuilleter avec vous un album photo. Nous vous avons notamment demandé d'apporter 3 photos, des photos de personnages qui vous inspirent. On va commencer avec vous, Marc Quataner. Vous avez choisi la photo, elle va apparaître tout de suite, d'Emmanuel Macron. Pourquoi l'avoir choisi, lui ? Le progressiste avec l'idéal européen, un homme courageux qui n'a pas peur de faire les réformes utiles au pays, quoi qu'il lui en coûte en termes de popularité. Ça change. À des décennies... C'est Michel Rocard qui vous avait influencé au début ? Oui, mais j'aurais pu mettre Michel Rocard, mais c'est aujourd'hui Emmanuel Macron qui a notre destin en main et je veux l'accompagner. C'est difficile aujourd'hui de porter cette étiquette ? Ça a été difficile ? Ça vous a desservi au premier tour ? Peu importe la difficulté, ce qui compte, ce sont les convictions. Et donc, moi, je défends le réformisme et le courage politique d'Emmanuel Macron. Et je suis heureux d'ailleurs d'avoir dans ce second tour le soutien d'Édouard Philippe, sans ma profession de foi, qui m'apporte tout son soutien. Il a porté effectivement hier. Madame Malgorn, vous avez choisi Philippe Séguin. On va le voir tout de suite apparaître à l'image, une autre personnalité politique. Oui, j'ai été sa collaboratrice aux affaires sociales. Ensuite, j'ai dirigé son cabinet quand il était président de l'Assemblée nationale. Et puis, je me suis à ses côtés beaucoup occupée de la ville d'Épinal. Et donc, je partage aussi sa conception de la fonction de maire qui va frapper à toutes les portes pour défendre ses administrés, lui les Spinaliens, moi les Brestois, pour l'égalité des chances. C'est le gaulliste social, gaulliste, donc l'homme de la crise sociale. C'était lui le chantre de la fracture sociale. Et oui, et donc à l'époque, ça fait une vingtaine d'années, il y avait cette fracture sociale déjà. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on est face à une crise économique et sociale. Et donc, il va falloir l'affronter par des mesures sociales et économique. Et ça, nous assumons, nous les gaullistes. On passe tout de suite à vous, Monsieur Quillandre. Vous avez choisi un personnage fictif, vous. Un personnage de chanson, d'une chanson populaire de Pierre Macorlan des années 50. Un personnage qui est représenté depuis 4 ans par une statue dans le quartier de Recouvrance. Qui est-ce ? En quoi ? Alors, c'est 2 personnages. Ce sont d'une part Fanny de Lanninon et Jean Quéméner. Donc moi j'ai choisi, excusez-moi, des personnalités brestoises, même si elles n'ont jamais existé, elles sont dans l'esprit de tous les Brestois. C'est 2 chansons extraordinaires. J'ai un petit on va en écouter tout de suite un tout petit extrait. Je peux vous chanter si vous voulez. Ce sera encore mieux. Ah oui, comme on faisait avec Alphonse Arzel lors des réunions de la Boco. Oui. Je vous en prie, rapidement, un petit bout si vous voulez. Mais autrement, on l'écoute tout de suite. Je vais chanter avec on l'écoute. Belle de Lanninon. Donc c'est Monique Morelli. M'offrit un pompon, un pompon de fantaisie. C'était un bon ami. Écoutez, vous avez les... La chorale est parfaite. Et chanson magnifique, écrite par un écrivain extraordinaire. Et donc, c'est pour moi toujours un plaisir de la chanter. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette Fanny de Lanninon ? C'est l'histoire de Brest avec ses côtés douloureux. C'est la destruction. C'est Fanny qui meurt dans son bistrot après la destruction de Brest. Mais voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui me tient toujours aux tripes. Voilà.
grand poème de Pierre Macorlan, grand écrivain amoureux de Brest. De votre image aussi de Brest. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté ce débat. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de voir les dernières photos des coins. Je précise que vous aviez choisi une photo de la mairie de Brest, une photo de la plage de Sainte-Anne-du-Port-Zig. Où j'aime beaucoup me baigner. Voilà, et le port du château, après. Le port du château, avant et après. Voilà, avec ces évolutions. Malheureusement, le temps est un peu court. Voilà, donc c'est un petit peu aménagé. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bon dernier jour de campagne à chacun. Merci à Ouest France pour son partenariat et sa participation. Prochain débat demain à 18h. Demain, ce sont les candidats de Pontivy dans le Morbihan et de Lamballe dans les Côtes-d'Armor qui seront invités sur le plateau avec Robin Durand. Je vous retrouve jeudi pour les enjeux de Morlaix. Tous les débats sont bien sûr à retrouver sur notre site internet. Dans un instant, votre 19h présenté par Éric Pinault. Merci de votre fidélité à France 3 Bretagne. Merci.